Hello et bienvenue dans Le Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Et aujourd'hui, nous recevons Mathilde, qui est experte en tunnel de vente. Donc Mathilde, toi, tu accompagnes les personnes à mettre en place une stratégie evergreen pour leurs produits digitaux et tu es là aujourd'hui pour nous éclairer un peu sur les erreurs qu'on peut faire en copywriting et en stratégie evergreen. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci de m'avoir invitée, ça me fait trop plaisir. Plus précisément, je suis copywriter, du coup, et je me Oui. spécialise sur l'evergreen. Tu veux que je précise un peu plus? Exactement. J'allais te demander, tu me devances pour savoir, sur le copywriting et sur l'evergreen un petit peu de quoi il s'agit pour, que les personnes puissent suivre facilement après la suite de cette conversation. Le copywriting, ça commence à être un peu plus connu, peut-être même trop, mais on en reparlera peut-être après. Hem, je trouve que, pour moi, le copywriting, c'est surtout de la psychologie. C'est vraiment connaître ta cible par cœur pour trouver les mots qui vont lui parler et pas juste, je parle de mon offre, je parle de ce que je fais. Non, c'est: tu as besoin de ça, je rentre dans ton histoire pour te proposer la solution qu'il faut. Pour moi, c'est vraiment ça le copywriting, c'est trouver les mots qui vont être Mmh. efficaces pour convaincre quelqu'un. Et en evergreen, c'est un peu particulier parce qu'une stratégie evergreen, c'est quand on a une offre qui est dispo toute l'année. Donc, ça peut être, je sais pas, une formation accessible tout le temps, des templates. Et l'avantage, c'est que du coup, on peut faire des ventes tout le temps. Mais la Mmh. stratégie est différente aussi parce qu'il faut tout le temps trouver un moyen de motiver les gens à acheter. Il faut un tunnel de vente souvent automatisé et ça a plein d'avantages, moi je suis convaincue, j'adore. C'est clair et surtout comme tu le dis, c'est important, faut tout le temps trouver un moyen pour donner envie aux personnes d'acheter parce qu'il y a cette fausse croyance que je pense tout le monde a au début, tu vois? Quand ils se disent: «Ah, je veux lancer une formation, je veux lancer un produit digital, c'est que ça va se vendre super facilement, j'aurai pas besoin de faire grand chose, ça sera du revenu passif, clac clac», tu vois? Alors oui, effectivement, c'est du revenu passif, mais justement, il y a tout un travail en amont et aussi en continu de façon, plus ponctuelle dans l'année pour que, ça fonctionne réellement et qu'on se retrouve pas à galérer tous les mois à dire comment est-ce que je vais vendre ce produit-là que j'ai mis des mois à créer et tout, où j'ai investi dans des outils. Donc, ça va être super intéressant. Et justement, on va commencer par le copywriting où, comme tu l'as dit, c'est de plus en plus, du moins le terme en tout cas, est de plus en plus connu. Est-ce que toi, quand tu accompagnes aussi les personnes dans le copywriting ou quand tu repasses derrière une page qu'un client, des fois, a pu écrire et qu'il te demande, de refaire sa page de vente. Il y a des erreurs que, tu vois, très souvent. Ah bah ça, oui, il y en a qui reviennent, mais presque tout le temps. Mais la première erreur, au final, c'est pas sur la page de vente. C'est, avant OK. même, je trouve. La plus grosse erreur en copywriting pour moi, c'est de commencer par le copywriting. C'est vraiment de se dire avant même d'avoir testé l'offre: je veux un copywriter, je veux faire du Mmh. copywriting, je» en plus, comme sur internet, il y a des astuces pour tout, partout. Oui, bah oui, bah On oui. prend toutes les astuces, on essaie de tout appliquer, alors qu'en fait, on sait pas si l'offre, elle trouvera un public, on sait même pas encore si l'offre va nous convaincre, nous et nous plaire. Tu vois? J'ai le cas là Ça, d'un c'est vrai. client où, il m'a contacté, il venait de faire sa formation, il était en train de la finir. Il avait tourné des heures et des heures de formation, il avait fait des heures de freebie et en fait, il me contacte en me disant: «Je veux lancer ça». On en discute beaucoup, je lui ai dit: «Attention, moi je pense que tu vas trop vite, tu pas prêt». Il m'a dit: «Moi vraiment j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour les emails. J'ai pas encore de clients, j'ai rien». On a essayé de faire ça ensemble et en fait là, on en a reparlé 2-3 mois après et il s'est dit: «Bah, en fait, j'ai testé ma formation avec une personne et ça va pas du tout. Parce que ça me correspond pas du tout. Parce que le format hybride, ça me va pas, je veux de l'accompagnement individuel, personnalisé et cetera». Donc en fait, déjà, il y a passé très longtemps pour, Mmh. je pense que ça sera Pas réutilisé, tu grand-chose. vois? Mais Ouais. c'est pas utile à long terme et le temps qu'il a passé aussi sur son copywriting, à essayer de faire des super mails pour son offre, à rechercher la bonne personne pour faire ça et cetera, au final, tu as passé du temps, tu as investi de l'argent et ça sert pas à grand chose, tu vois? Et Mmh très mh. souvent, quand on me contacte, en fait, on n'en est pas au stade de faire appel à un copywriter. Ouais, les gens, ils veulent aller, en fait, plus vite que la musique, quoi. Ils ont pas Ouais, encore, testé, pas encore fini et donc en fait, la 1re grosse erreur, c'est vraiment de vouloir aller trop vite, quoi. De vouloir c'est ça. justement, arriver tout de suite à claquer des doigts et vendre son offre, sans même avoir fait de bêta test ou de test tout court, là-dessus. Donc ça, c'est ce que tu recommanderais en premier avant de faire appel à quelqu'un ou, de Moi, vraiment, songer à c'est mettre en ouais. place une stratégie evergreen, c'est déjà de tester, en fait.
C'est ça, avant même de penser copywriting, teste ton offre au moins avec une personne et ensuite tu pourras essayer de te dire: «OK, qu'est-ce que j'affine? Qu'est-ce que je dis?» mais moi, c'est vraiment la première chose que je regarde quand j'ai des clients. Est-ce que vraiment ton offre, elle est posée, tu confiant, tu l'as testée, tu es à l'aise avec ça? Parce que sinon, tu vas investir dans des emails, dans une page de vente qui serviront peut-être à rien dans 2 semaines, tu vois? Et c'est du temps de Mmh. perdu et surtout quand la personne veut juste il y a beaucoup d'accompagnement, de coaching, de formation où en fait 4-5 clients par mois, ça suffit et pour Mmh trouver les mh. 4-5 premiers clients de la formation, bah, cherche-les en message privé, tu vois? Cherche-les sur Instagram, ça se trouve et une fois que tu as Ouais, fait faut ça, que tu as fait un communiquer. test, va plus loin. Là, ça donne de la matière pour faire des textes qui seront efficaces. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que des fois, en plus, on a cette idée-là de: «Je veux faire ma masterclass, enfin ma formation, comme ça, dans ce style-là». Et au final, quand on le teste, on se rend compte que, ah ouais, mais en fait, c'est trop long, c'est trop lourd, ou ben, là, j'ai pas assez approfondi, ou en fait, je me rends compte que je suis pas du tout, pédagogue, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette différence-là entre vouloir, faire une formation et être pédagogue, et on n'est pas pédagogue, ça s'apprend à de enfin, on apprend à devenir pédagogue, en tout cas. Donc c'est vrai que, ouais, ça, je comprends, et je vois ce que tu veux dire, où, on va aller trop vite, avoir tout, tout de suite, et se dire: «Ça y est, ça va permettre de le vendre». Donc pour contrer ça, ça serait de faire un bêta test, et de faire au final soit de trouver ces bêta testeuses via, ou bêta testeurs via Instagram, ou même d'aller directement au contact aussi et de proposer: «Voilà, je vais sortir cette offre, est-ce que ça t'intéresse, de venir la tester, en fait?» Ouais, c'est ça. Ou à minimum, tu vois, si vraiment la personne est sûre de sa formation et cetera, ce qui déjà me paraît risqué, au moins pouvoir échanger avec un vrai client, tu vois? Pas arriver: «J'ai créé une formation, ça sort tout droit de ma tête, je veux la vendre et comme on a dit que le copywriting ça vend bien, et ben je vais utiliser le copywriting». Ouais, bien sûr. Oui, oui, parce que évidemment, c'est bien connu, le copywriting, et comme tout le reste qui fait vendre, c'est des outils magiques où, tu peux déléguer, et derrière, tu rien à faire, c'est évident. C'est vrai que c'est bien connu Et comme, oui. comme mythe, ouais. C'est vrai, et du coup, OK, donc là, on va dire que j'ai fait mon bêta test, c'est OK, j'ai de la matière, là-dessus, et j'ai rédigé du coup ma page de vente. Là-dessus, toi, quand tu repasses derrière une page de vente où il y a quand même un peu de matière, parce qu'il y a le travail en amont justement qui a été fait sur le test, qu'est-ce que tu vois à chaque fois justement en termes d'erreurs qui revient souvent à ce niveau-là, ou pas forcément que sur la page de vente, mais tu vois quand en tout cas il y a le test qui a été fait, Ouais. là-dessus, quelles sont les erreurs que toi tu vois à chaque fois? La première chose où vraiment là, je pense que c'est niveau vente, tu vois, ça se ressent vite, c'est quand la personne essaie d'écrire bien, tu vois? Le copywriting, c'est Ouais. ce que j'ai dit moi dans l'intro, pour moi, c'est pas de l'écriture. Faut pas essayer Mmh mh. d'être Shakespeare, de faire des belles phrases, des jolies tournures un peu poétiques. Non. Faut faire simple, en fait, comme si tu parlais. C'est un classique, on le voit partout ce conseil, c'est tout bête, mais écrit comme tu parles. Alors peut-être pas, Mmh. tout parfaitement comme tu parles, hein, mais mais Oui. vraiment, faut que ça ait l'air naturel et comme on parlerait à un ami, tu vois? Et Mmh. souvent, ça se voit, les promesses, révèle, ta flamme intérieure ou, trouve, Ouais. ton épanouissement, enfin, bah, ça veut rien dire, en fait. C'est Mmh des mh. belles phrases, mais concrètement, bah, on sait pas ce qu'il en est et beaucoup de gens pensent que le copywriting, c'est de l'écriture. Moi, d'ailleurs, Ouais. on me dit ça souvent, on me dit: «Toi, écrire, c'est facile». Non, en fait, écrire pour moi, c'est difficile aussi, mais faire toute la C'est recherche, ça. la stratégie et tout, j'adore et je pense vraiment c'est un piège de se dire: «Je dois bien écrire». En plus, les gens ont souvent peur de l'écriture un peu, avec ce qu'on a vu à Ouais. l'école, ce côté, Ouais. faut faire des belles Très phrases. J'ai vu des académique. pages de vente ouais, c'est ça. J'ai vu des pages de vente avec toutefois, malgré tout et cetera. Bon, hem, ça s'adresse pas à tout le monde, quoi. Oui, voilà, si ton public est jeune, effectivement, c'est vrai qu'on l'oublie souvent et on a peur de ça, c'est super juste, tu vois? Je le vois aussi, bah, avec des clientes quand je regarde pour faire les campagnes et tout, qu'elles écrivent, enfin, leur page reflète pas du tout leur personne aussi, et qui elles sont, alors que c'est pour ça que les gens vont venir, chez eux, et c'est vrai que c'est important, comme tu le dis, d'écrire plus ou moins comme on parle, évidemment, il y a des mots qu'on va éviter de dire, Oui. ou des tics de langage qu'on va peut-être pas mettre à chaque fois, mais c'est vrai que ça, c'est super intéressant de dire. Alors, est-ce que justement tu as une astuce si on veut un peu pallier à ça, ou je pense que c'est aussi en s'entraînant, ou en se faisant relire, et en essayant de simplifier au maximum? Bah, il y a déjà le côté simplifié.
Quand tu relis une phrase, déjà, si elle a pas l'air, utile, bah, si le texte a le même sens sans cette phrase-là, retire-la. Déjà, ça, c'est un truc tout bête. Les mots compliqués comme toutefois, malgré tout, tous ces mots de coordination, c'est quoi? Je me rappelle pas le bon Ouais. terme. On a compris, t'inquiète. Moi non plus. Tous ces mots-là, on peut les retirer, tu vois? En général, ça sert à rien. Il y en a qui sont de la team, faut pas d'adverbe, genre, vraiment, évidemment, et cetera. Ça, moi, je trouve ça plus personnel. Moi, j'en utilise et je trouve parfois ça appuie, OK. la phrase aussi. Bon, ça, c'est plus personnel, vraiment, bah, de manière générale, c'est comme tout, il y a des conseils à prendre et à pas prendre, faut voir ce qui te plaît, de manière plus perso. Mais du coup, ouais, il y a vraiment, enlever les phrases qui ont l'air de servir à rien, ou ça a le même sens quand on les retire, simplifier les phrases, parfois même couper une phrase en plusieurs phrases, tu vois? Quand la Mmh. phrase, fait 3 lignes, bon, coupe. Ouais. Moi, je sais que j'ai sur l'ordi Langage Tool, qui est un correcteur d'orthographe, mais qui t'indique aussi quand une phrase est trop longue. Ah, ça, c'est pas mal, à noter. Beh, ouais, ça ressort en bleu, directement, moi, sur mon écran et comme ça, je peux voir que, bah, là, il y a un truc qui va pas. Enfin, ma phrase est trop longue, je dois limite reprendre mon souffle quand je la dis. C'est pas possible, tu vois? Relire à voix haute, vraiment et puis dans le même style, il y a, les gens connaissent beaucoup maintenant les structures, on peut trouver sur internet, tu vois, les structures de copywriting à suivre, telles quelles, Oui, tout avec, à fait, ouais, ouais. si tu penses enfin, si tu te reconnais là-dedans, alors, prends machin, Mmh c'est mh. pour ça que j'ai créé et avec plein d'istapus partout. Ouais. Et ça marche, c'est vrai, ça marche assez bien, mais ça fait pas du tout spontané. Donc Enfin, ça fait peut-être vu et revu aussi, ouais, c'est ça. des fois justement, c'est là où c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a eu un moment, j'ai l'impression que c'est en train de changer depuis quelques mois quand même, où les pages de vente et j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus, où les pages de vente étaient à rallonge. Mais c'était un truc, un article Wikipédia quoi, la page de vente. Et moi perso, c'est quelque chose qui me fait plus fuir qu'autre chose parce que c'est trop long en fait. Je trouve si c'est trop long, c'est bizarre. Enfin moi je trouve ça bizarre, il y a pas forcément besoin de mettre tout le temps des mots sauf si on est sur un produit d'exception, tu vois? Ou quelque chose de super niché et technique où il faut vraiment expliquer et là, j'ai l'impression qu'on revient à justement du plus simple où on évite de faire des pages de vente, trop longues pour rien au final parce qu'il y a aussi beaucoup de paragraphes comme tu le dis où on va radoter où on met des phrases qui au final, n'apportent rien en plus, donc on pourrait supprimer. Qu'est-ce que tu en penses de ça, là-dessus au niveau des pages de vente? Est-ce que toi, tu trouves aussi qu'il y a un changement, là-dessus ou c'est un peu 50-50 comme avant, tu vois la team, page courte et page longue, on va dire? Alors c'est un retour que j'ai souvent. Moi, mes clients ont peur de faire des longues pages de vente parce que ça va saouler, les lecteurs. Heu, Moi, je pense que c'est une fausse question, en fait, la longueur de la page. Je pense que si il y a des offres, par exemple, qui ont besoin d'être bien détaillées pour acheter. Enfin, un truc à 2 000 €, clairement, tu vas pas faire une page de la même taille qu'un Ouais. template à 50. Donc déjà, il y a ça. Il y a, ce qui compte au final à la fin, c'est que le lecteur, il ait toutes les infos pour passer à l'action, sans stresser. Après, il y a un truc qui se fait de plus en plus par contre pour pallier à ça, on va dire, c'est de mettre dès le début de la page le «J'ai envie d'avoir toutes les infos» ou «Montre-moi le prix et laisse-moi tranquille», tu vois? Ouais, c'est vrai ça. Ça permet un peu de compenser le fait qu'il y en a il y en a qui ont pas envie de lire tout ça et je pense quand même que ouais, pour certaines offres, en fait, il y a pas le choix que de faire une page assez longue. OK. Ouais, ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, donc là-dessus, je suis d'accord sur le fait qu'il faut, détailler quand comme tu vois, comme je disais, au mode, suivant le prix effectivement ou la niche et quoi, bah, faut expliquer aux gens en fait, faut garder en tête ce que tu dis depuis le début, c'est que ça peut être long, mais il faut pas que ça soit, inutile. Il faut que ça si Mmh. ça nécessite d'être long, ça sera long si ça nécessite pas, comme tu l'as dit, des produits à 50 €, enfin des petits produits, tu vois, il y a pas forcément besoin de faire des pages à rallonge et ça aussi, j'avais remarqué, ouais, l'encre, en haut des sites, enfin, en haut des pages plutôt pour, directement avoir le prix ou accès à la FAQ, là-dessus. Est-ce que justement, toi, d'ailleurs, tu trouves que la FAQ dans une page de vente, c'est, on va dire un incontournable, dessus et c'est souvent négligé ou pas, tu vois? Parce que des fois je le vois, des fois je le vois pas, des fois on dit: «Oui, c'est super important», des fois non, donc j'avoue que même moi, bah, je suis un peu perdue là-dessus en mode, bah, les bonnes pratiques, c'est quoi, en fait? Moi, je trouve, ouais, c'est moi, je la mets tout le temps quand j'en fais. Alors, je trouve, il faut faire attention à, tu des pages de vente où la FAQ est pas, tu sais, ça se rembobine pas.
Oui, Enfin, oui, comment dire? oui. Harmonie, c'est pas le bon mot, mais tu as vraiment toutes les questions, toutes En les réponses à la accordéon, suite. en mode ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, en accordéon. Bah, je trouve en accordéon, c'est bien, sans accordéon, ça fait trop long. Mais d'avoir, la possibilité d'avoir une FAQ en accordéon comme ça, je trouve que c'est dommage de s'en passer. Après, attention aussi, faut qu'elle apporte quelque chose. Faut vraiment enfin, mettre une FAQ pour mettre une FAQ et répéter des trucs qui ont été dit 3 fois dans la page de vente, ça sert à rien. Et c'est comme ce que tu disais pour la longueur de la page de vente. Si c'est pour répéter d'une autre façon un truc que tu as déjà dit 2 fois, bah, ça sert à rien, en fait. Tu rends juste le Mmh mh. truc lourd pour rien et si ça a pas convaincu la première fois, c'est qu'il y a un souci ailleurs, tu vois? Et la Ouais, FAQ pour moi, c'est pareil, c'est efficace si tu trouves vraiment les questions que se pose la personne à la fin de la page. ouais. Ça, c'est super intéressant parce que justement, est-ce que tu vois quand tu cherches parce qu'à chaque fois, je le vois, bah, rien qu'avec moi aussi, pour les FAQ, c'est toujours en mode: «Ah punaise, quelles sont les questions qui vont se poser?» tu vois? Qu'est-ce que donc tu en as quelques-unes, les classiques qui te viennent à l'esprit, tu vois? Est-ce que, elle peut être finançable par le CPF si c'est une formation? Les on va dire que c'est des questions classiques, mais c'est vrai que trouver des vraies questions pertinentes autre que, est-ce que c'est finançable par les EPF? C'est vrai que c'est plus difficile. Donc là, l'idée, ce serait éventuellement de demander à quelqu'un de relire en fait, et de poser quelqu'un qui est dans notre cible peut-être, de lire et de voir s'il a des questions, derrière qui lui viennent en lisant la page de vente, s'il lui manque des infos. Bah et puis même tout à l'heure quand on a parlé, tu vois, des appels découvertes, enfin de faire un bêta test, de faire quelques Mmh mh. clients en appel découverte, enregistre l'appel découverte, note toutes les questions que te pose la personne. C'est vrai. Souvent, il y a les questions là-dedans, importantes et puis il faut vraiment penser à toutes les raisons qui pourraient encore bloquer la personne. Donc souvent, il y a des infos techniques sur l'offre, mais il y a aussi Mmh des mh. questions comme juste, «Est-ce que je vais réussir à le faire? Est-ce que, Ouais. je vais réussir à trouver le temps de le faire?» Souvent les gens, ils ont c'est pas qu'ils ont pas confiance en ton offre, surtout dans le cas de la formation, mais c'est qu'ils ont pas confiance en le fait de s'y mettre et de le faire, tu vois? Comme quand on Ouais. achète une belle tenue de sport, tu as envie de l'acheter, la question c'est pas: «Est-ce qu'elle est belle?» c'est: «Est-ce que vraiment après j'irai faire du sport avec?» tu vois? Ouais, C'est je c'est tout connais bête, très mais bien. Ouais, c'est vrai, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez à enregistrer les appels découvertes ou même à prendre des notes à chaque fois sur, les questions qui viennent parce qu'en fait, on se rend compte que c'est tout le temps les mêmes. Très clairement que les gens ont, globalement, c'est vraiment tout le temps les mêmes. Donc ça, c'est super intéressant d'enregistrer les appels découvertes. Je me note ça aussi, pour moi, là-dessus et justement, pour toi, un copywriting qui va être mal fait, où il y a toutes ces erreurs, pour que les gens comprennent aussi l'importance que ça a, quels sont les impacts que ça peut avoir sur, justement, ben, les ventes d'une formation ou aussi sur l'image de marque d'une entreprise, tu vois? le 1er impact, c'est évident, c'est sur les ventes, hein. Mmh. La première chose qui va compter pour les ventes, c'est surtout l'offre. Est-ce que l'offre, elle est bien, elle est pertinente? Et dans ce cas-là, même s'il y a pas un super copywriting, ça peut se vendre. Par contre, Ouais. si l'offre est bien, si elle fonctionne bien, on peut convaincre un peu plus de monde grâce au copywriting et même, bah, 1 ou 2 clients par mois pour une offre à 1 000 € ou 4 ou 5 de plus par mois, bah, en fait, mine de rien, sur l'année, ça fait vite beaucoup Bah, ouais. et le copywriting, c'est aussi beaucoup ça, en fait. C'est aller grappiller des personnes qui sont plus hésitantes par-ci par-là et c'est ça qui fait une différence. Donc déjà sur les ventes, ça change quelque chose. J'avais un autre truc, mais je l'ai perdu entre-temps. Hem, C'était sur l'image. L'autre point que je t'abordais, c'était sur ah l'image oui, que ça peut avoir aussi sur une entreprise, tu vois? Un copywriting loupé. ouais. Bah, clairement, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure des structures de copywriting copier-coller, «Si tu, alors fais ça», bah, quand tu vends une offre à 3 à 4 000 € par exemple et que ta page de vente, c'est ça avec un enchaînement de listes à puces, est-ce que pour toi ça renvoie une image très quali? Est-ce que tu te dis: «Cool, ça vaut le coup de payer ça»? Clairement pas, non, mais ouais. C'est ça, en Bah, fait. voilà, c'est Tu te ça. dis: «Bon, elle s'est pas foulée, quoi». Ouais, pour certains spécialistes, par exemple, je sais pas, tu vois, une formation en branding et donc branding, c'est, mettre ta personnalité en avant, te vendre aussi toi comme personnage, au sein enfin, c'est toi ton entreprise, quoi et Ouais. que ta page de vente à côté de ça, elle est, fade comme, des pâtes au beurre, bah, ça va pas aller loin, quoi. Il y a les fans de pâte au beurre qui vont être là: «Non, mais je comprends pas, c'est super». Oui, c'est super, mais c'est une métaphore. Mais ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il faut c'est important parce qu'aussi les gens, du coup, ça peut les décevoir dans un sens. Même je pense à ceux qui vont acheter, tu vois, une formation
et où le copywriting est totalement soit à l'opposé de la personne, soit vraiment enfin, où ça correspond pas, tu vois? Et qui vont se dire: «Mais en fait, c'est pas du tout la personne qu'on m'a vendue». En bien ou en mal, hein, la personne peut être super compétente et tout, mais du coup, ça tu matché avec un style d'écriture, avec, une image de marque que tu avais en tête et au final, tu te retrouves avec quelque chose qui est totalement opposé donc c'est vrai qu'il faut faire, attention à ça. Effectivement, je pense, notamment par exemple, ceux qui font du copywriting, agressif, tu vois? Enfin, «agressif» Mmh entre mh. guillemets, pas avec toute la mise en page aussi qui va avec, ça peut attirer des personnes là-dessus et si après, en fait, quand on y va, bah, le mec, il est pas du tout agressif dans sa façon de faire ou dans sa façon de parler, ou quoi, je me dis: «Ouais, les mecs, ils peuvent se dire: "Ah ouais, mais c'est pas du tout qui on nous a vendu", tu vois? C'est genre, expectation versus reality, là, vraiment le truc en mode, Oui, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir donc il faut faire gaffe à ça du coup pour que ça soit aligné là-dessus. J'imagine que ouais. toi, bah, quand tu bosses avec des gens, enfin, tu dois leur poser plein de questions pour justement te rapprocher, au plus de qui ils sont eux, réellement? Ouais, ouais, moi, ça commence toujours par, facilement 2 heures d'appel où on pose, toute l'histoire de la personne, ses valeurs, pourquoi l'offre elle a été créée, pourquoi elle est là et on crée une cohérence, en fait, dans son univers. Comment on va s'exprimer, avec quel ton, avec quel vocabulaire, avec quelle ambiance aussi on veut transmettre et c'est ça Mmh mh. ensuite qu'on met dans toutes les étapes du tunnel. Parce qu'il y a ça aussi où il faut faire attention, c'est que, bah, si tu choisis d'être, ultra agressif dans ta page de vente, faut que les emails ça aille avec, enfin, tu vois? Faut pas que d'une page à l'autre, on ait eu l'impression que c'est plus la même personne qui parle aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est du coup, est-ce toi, tu vas pouvoir te charger de toute cette partie-là, de toute la partie page de vente, de toute la partie, mail aussi qu'il y a derrière. Si la personne, tu vois, elle a pas envie de s'embêter très clairement à rédiger ou à se former, là-dessus, toi, tu peux prendre la main sur tout le reste pour garder justement cette cohérence avec déjà, bah, tout le travail que tu as fait en amont et aussi, ben, ton style, d'écriture à toi qui se mêle au style et à l'entreprise du client, quoi. Ouais, alors, normalement, un copywriter, son but, c'est aussi d'enlever son style d'écriture. Oui. Après, on peut pas forcément enlever, tu vois, à 100. Moi, je sais que je suis assez, simple dans ma manière d'écrire. Genre, j'en fais pas des caisses, j'aime pas ça. J'ai pas un ton naturellement ultra, je sais pas, particulier, tu vois? J'aime bien la simplicité et et j'essaye de garder ça quand même, tout en ayant vraiment la voix de la marque, dont je parle et du coup, ouais, je fais, avec elle, bah, ça commence par l'appel sur elle, sur qui elle est, sur Ouais. pourquoi sa marque et cetera et ensuite, avant même de passer à la page de vente, en fait, on fait un appel stratégique pour poser la stratégie et OK. justement valider que l'offre, elle est claire. Voir s'il y a déjà des données clients, voir qu'est-ce qu'on peut faire et sur quoi on va s'appuyer avant de parler copywriting. Parce que c'est pareil, tu as des gens qui viennent me voir en me disant: «Je veux revoir ma page de vente». OK, très bien, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu Qu'est-ce veux qui se revoir ta passe? page de vente? Tu connais, je sais pas, les taux de conversion? Donc le taux de conversion, c'est combien de personnes achètent sur le nombre de Mmh mh. visiteurs? Pour savoir, bah, vraiment est-ce que ça convainc des gens ou pas d'acheter? Il y en a plein qui viennent et qui savent pas ça, en fait et on se rend compte que la page, elle convertit bien. C'est juste, Et qu'il y d'ailleurs, a peut-être l'offre, elle va pas ou il y a un souci. Ouais? justement pour ceux qui nous écoutent et qui se disent: «OK, mais comment, je vais» là, qui sont en train de calculer, leur taux de conversion pour savoir est-ce que c'est bien ou est-ce qu'ils doivent faire appel à quelqu'un, justement. Est-ce que tu as une, moyenne? Alors j'imagine que, bah, c'est comme, enfin, tu vois, moi je sais qu'en publicité, ça va aussi dépendre du domaine d'activité, mais une moyenne peut-être un peu générale, on va dire, qui pourrait les aiguiller sur savoir est-ce qu'ils sont bien et dans ce cas, ils peuvent faire mieux ou est-ce que non, mais là, il y a vraiment un souci, il faut s'inquiéter en termes de taux de conversion? Hem, alors c'est vraiment délicat parce que ça dépend d'une personne enfin, d'une entreprise à l'autre, de combien de temps on est lancé. Par exemple, une page de vente que tu transmets qu'après un appel découverte. Bah, le taux de conversion, Ouais. il a intérêt à Bah être oui, c'est super clair. bon, tu vois? Une page de vente que tu montres à du trafic froid, donc des gens qui te connaissent à peine, bah, Mmh mh. forcément le taux de conversion, il va être très bas et si c'est juste 2 c'est déjà bien, tu vois? En fait. C'est ça, c'est Mais, exact. C'est vrai que c'est c'est ce que je voulais, c'est difficile. entendre là-dessus sur les 2. Il y en a, je suis sûre, ils écoutent et ils se disent: «Ouais, mais 2 c'est rien du tout». Mais en fait, c'est la norme, là-dessus quand c'est du trafic froid. C'est super faible et c'est pour ça qu'il faut beaucoup, beaucoup de Ouais. volume, là-dessus pour convertir et que, après 2 tu vois, sur, 10 000 personnes, 20 000 personnes, ça commence à faire petit à petit, et c'est cool, quoi. Mais c'est vrai qu'il Bah, faut c'est du ça. volume et comme tu le dis, ça n'a rien à voir ça va plus être justement ce pourcentage-là sur une stratégie evergreen, que toi justement, bah, derrière tu peux aider aussi à mettre en place.
Et j'imagine que pour mettre en place une stratégie evergreen, il faut aussi, encore une fois, avant même de faire, comme tu disais, de faire appel à un copywriter ou quoi, c'est donc d'avoir testé, son offre, d'avoir récupéré, des témoignages et à partir de combien de temps on peut se dire: «OK, là j'ai sorti mon offre, j'ai testé et tout, j'ai envie de mettre en place une stratégie evergreen». Est-ce que tu vois, il y a, un laps de temps, on va dire, avant de pouvoir le faire? Ou est-ce qu'une fois que c'est testé, approuvé, c'est parti, on peut y aller? J'avais reçu Julie de La Vie en Evergreen, qui pourtant, fait des formations en lancement elle, enfin des accompagnements en lancement, Ouais. et on en avait parlé et elle m'avait dit une phrase que j'ai trouvée super intéressante. C'était, «Ça dépend pas du temps en soi, de au bout de combien de temps, mais de est-ce que tu es content des clients que tu as à ce moment-là?» Par exemple, si tu as Mmh lancé mh. ta formation une fois et que tu es mitigé, bah, c'est qu'il est trop tôt pour la lancer en evergreen parce qu'en evergreen, souvent, tu as moins de clients quand même. En Je gros, en comprends. lancement, tu peux vraiment jouer sur l'urgence et il y en a plein qui se disent: «J'y vais» et qui sont en fait, qui achètent parce qu'ils ont été pressés par le temps, tu vois? Parce qu'ils se disent: «Je veux pas louper quelque chose». Moi, c'est aussi quelque chose que j'adore avec l'evergreen justement. Il y a pas cette pression-là. Il y a pas ce couperet de, demain, c'est Ouais, fini pour toi et tu le attendras compte 6 à mois avant rebours en haut, et qui clignote. c'est ça. On peut le mettre avec, d'autres urgences, d'autres manières de le faire et il vaut mieux même essayer de trouver des manières de le faire, mais il y a pas cette urgence-là et ça fait qu'en evergreen, tu as quand même des gens qui vont reporter encore et encore et encore et encore l'achat. Donc Mmh. c'est plus difficile de les convaincre. Il faut savoir que, bah, même si tu as moyen d'avoir des clients toute l'année, tu auras pas, autant de clients d'un coup. Ça, c'est Donc sûr. si tu es pas content des chiffres que tu as en lancement, en evergreen, tu seras pas satisfait, tu vois? Alors que si tu as fait plusieurs lancements, que tes lancements te donnent à chaque fois commencent à te donner ce que tu veux, même si tu as fait que 2 lancements, tu vois? Et que tu es super satisfait des résultats, bah, là, tu peux te dire: «OK, je vais passer en evergreen». Mmh mh. Ouais, Ça ça, répond c'est bien à ta super question, ça va? intéressant. Ouais, carrément, carrément même parce que c'est vrai qu'on se dit, on pourrait avoir la réflexion inverse de se dire: «Ah ouais, mais c'est parce que c'est fait un lancement, que le lancement, ça me met trop de pression», tu vois? On pourrait se dire, en fait, remettre l'erreur sur le lancement en soi et se dire, «Ah ben j'ai mal fait, quelque chose quelque part», tu vois? «Ça a pas marché, blablabla». Alors qu'en fait, pas forcément, il y a peut-être d'autres choses à revoir et effectivement, si on n'est pas satisfait en lancement, le mettre en evergreen, ça va pas forcément être, la solution idéale, là-dessus. Parce que comme tu dis, on risque d'être déçu et de se décourager plus qu'autre chose. Donc ça, c'est des Mmh. petits trucs à faire attention. Et est-ce que quand on veut lancer, son offre du coup en evergreen, le la première étape, on va pas toutes les détailler puisque justement il y a des experts qui sont là pour ça aussi et tu un super podcast à ce sujet, mais quelle serait pour toi la première étape ou voilà les 2 premières étapes peut-être si on a envie de se lancer dans l'evergreen? Parce qu'on en franchement on entend de tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'écoles je trouve, là-dessus. Donc comment réussir à trouver la façon aussi qui est alignée avec notre business, avec notre personne, tu vois? Pour pas se retrouver à faire du marketing justement urgent en utilisant des faux comptes à rebours, là-dessus, au final qui disparaissent pas au bout de 24 heures, tu vois? Des offres promo qui disparaissent pas au bout de 24 heures, parce que ça nous ressemble pas. Donc comment est-ce qu'on peut faire, ouais, pour se lancer un petit peu en evergreen? La première chose déjà, c'est de voir si l'offre, elle est adaptée pour l'evergreen. Souvent, quand on fait des lancements, par exemple, si jusque-là, tu fonctionnais avec des lancements où c'était, pour une formation des groupes, par exemple, bah, ça va l'offre en elle-même va évoluer en passant en evergreen souvent. Donc ça déjà, c'est une chose, vérifier que l'offre, elle est parfaitement adaptée pour ça. Ensuite, moi, ce que je dirais, c'est que maintenant qu'on a pu avoir des tests avec des clients, appeler ces clients et savoir pourquoi ils ont acheté, où ils en étaient à ce moment-là, où ils en sont aujourd'hui, parce que ça nous fait des données qui vont être super utiles pour vendre en evergreen ensuite. Une fois que ça c'est fait, on a du coup une offre qui fonctionne en evergreen, on sait pourquoi les clients voudraient l'acheter, pourquoi ils ne voudraient pas l'acheter, qu'est-ce qu'ils ressentent. On peut commencer à réfléchir à OK, quel tunnel de vente je vais mettre en place. Quel freebie Mmh mh. pourrait fonctionner? Est-ce que j'ai envie de faire un freebie? Est-ce que j'ai envie de fonctionner plutôt avec des webinaires, du live ou pas? Ça dépend vraiment de la personnalité de la personne. Il faut vraiment se dire: «Sur quoi je serais à l'aise de faire ça, régulièrement?» Parce qu'il faut bien garder en tête que même si c'est en evergreen, même si c'est un peu automatisé, bah, il va falloir s'impliquer dessus quand même régulièrement et bah, par exemple, faire des lives de temps en temps pour tout d'un coup remettre de l'urgence, reparler de ta formation. Il va falloir ou de ton offre, même si c'est pas une formation, je parle beaucoup de formation, mais vraiment valider comment tu veux, toi,
avec quoi tu es à l'aise de travailler. Quel type d'urgence tu accepterais de mettre? En Evergreen, ça Mmh. marche bien de mettre quand même une urgence, même si on peut pas jouer sur le temps, parce qu'il y a pas la fermeture des portes. Il y a plein de manières de mettre de l'urgence et c'est même vraiment important de trouver des manières d'en mettre régulièrement. Alors ça peut être Mmh mh. le tunnel de vente classique, c'est, un freebie. Pendant les jours suivant le freebie, tu mets, une promotion par exemple ou un contenu offert et puis à la fin de ce temps-là, hop, l'offre repasse à son prix actuel, pardon. Mais il y a plein d'autres manières de faire. Ça peut être, Mmh. bah, un challenge une fois par an et vraiment là, tu motives à fond, même sans avec une promotion ou pas. Ça peut être, au sein même de ton offre, d'avoir quelque chose de supplémentaire. Par exemple, si c'est un produit physique, à une période de l'année, faire un produit qui soit en rapport avec la saison ou avec, un événement en particulier. Si c'est une formation, ça peut être un événement réel ou si tu veux participer, bah, tu es obligé d'avoir rejoint la formation avant ça. Ouais. Enfin, il y a plein de façons de mettre de l'urgence. Du coup, avec quel type d'urgence, toi, tu es à l'aise? Avec quel freebie, toi, tu serais à l'aise? Qu'est-ce que tu te vois faire régulièrement pour attirer du monde? Je pense que c'est une question Ouais, à se poser avant même de passer à la rédaction. ça, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Ah, faut absolument, pour vendre, faut absolument que je fasse un webinaire, faut absolument que je fasse un live», alors que ces personnes-là détestent, tu vois? Et comme tu le dis, il y a plein d'autres Ouais, façons de le faire avec, enfin, choisir le bon lead magnet qui nous correspond. Et une des choses que j'aime beaucoup, à chaque fois, c'est justement avoir un contenu exclusif. Si tu rejoins à tel moment, tu as le droit, à tel genre de choses. Je le vois beaucoup, pas quelque chose qui n'a rien à voir avec la formation, mais c'est avec, Divi, un module sur WordPress pour créer des sites internet. Et tous les ans, au Black Friday, ils font des super offres. Et en fait, si tu achètes dans les premiers, tu vois, ils mettent des time, enfin, ils font des trucs de ouf. Et si tu achètes suivant à quel moment tu achètes dans la journée ou dans le week-end, ben, tu as accès à tant d'autres modules comparé à si tu achètes dans 5 heures, tu vois. Et je trouve que c'est ouais. super aussi ce genre de choses où tu te dis, bon, bah oui, effectivement, il faut que j'achète maintenant. Ou alors, tu mets le réveil à 6 heures du mat pour être dans les premiers et avoir la meilleure offre aussi possible avant que tous les packs y partent. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne alternative aussi de se dire, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de faire des promotions. Je parle sur le prix, tu vois, de leur offre, surtout quand tu dois t'impliquer physiquement, tu vois, quand il doit y avoir un accompagnement ou quand tu fais des lives tous les mois dans ton offre. Je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de faire une promo dessus. Et effectivement, proposer un contenu supplémentaire, ça peut être une bonne alternative à ça. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant Mmh. là-dessus. Et est-ce que, techniquement parlant, pour les personnes qui auraient peur justement de se lancer dans l'evergreen, est-ce que c'est difficile, enfin, cette question, elle est un peu, c'est pas vraiment ça. Ce serait, est-ce que tu vois, il y en a plein, je pense, qui ont peur de l'evergreen, dans le sens où ils doivent dire, ah, faut que j'ai 10 000 outils, faut que j'ai plein de choses, tu Mmh. vois. Est-ce que c'est une fausse idée, justement, qu'on a quand de se dire, ah, je veux me lancer dans l'evergreen, donc il faut que je prenne un abonnement ici, un ici, un ici, un ici. Ok, bon, bah, en fait, tous les mois, ça me coûte 200 €, donc il faut que je fasse tant de ventes minimum, tu vois, pour rentabiliser. Ah mais ça peut être tellement plus simple que ça. Moi, là, j'ai une cliente, elle a juste, MailerLite, donc un outil Mhm. emailing. Elle a la version alors je sais même plus si elle a la gratuite ou la moins chère, mais vraiment ça coûte presque rien et c'est le seul outil qu'elle a. Ok. Dessus, elle a pu faire sa page de capture pour présenter son freebie. Son freebie, elle l'a fait sur un PDF qu'elle a mis sur un drive Google, et on utilise le lien pour le renvoyer dessus. On envoie les mails avec MailerLite et ça renvoie vers le freebie et à la fin, c'est appel découverte avec Calendly, tu vois? Ça, c'est un tunnel de vente, mais genre, très Simple basique, et efficace. mais ça suffit, tu vois? Mhm. Ouais, Ouais, il y c'est a ça. pas besoin de forcément prendre plein d'outils, compliqués et Non, même vaut donc pas mieux pas besoin prendre d'avoir trop peur. d'outils compliqués parce que ouais, si tu prends C'est ça. trop d'outils et que tu t'éparpilles parce que maintenant c'est super, il y a Zapier, il y a plein de trucs partout, mais au final, avoir tellement d'outils, quand tu essaies de savoir qu'est-ce qui fonctionne ou pas, tu es perdu. Parce que tu dois aller rechercher tel résultat là-bas, tel autre truc là-bas et c'est dommage parce qu'en evergreen, ce qui est cool, c'est que tu récupères tout le temps des données. Tu sais tout le temps, tu vois l'évolution en continu de qui ouvre les mails, à quel point, comment évoluent les taux de conversion, comment tout évolue et ça, c'est pépite pour savoir qu'est-ce qu'il faut optimiser ensuite. Donc si tu sais pas, parce que tu as trop d'outils et que tu es perdu, bah, c'est dommage.
Effectivement, ça peut être vite un piège de tomber là-dessus et dans tous les outils un peu qui brillent, qu'on voit partout à chaque fois de découvrir de nouveaux outils. Enfin, moi, j'adore ça, mais c'est vrai que faut des fois lutter contre soi et se dire: «Non mais attends, ça sert à rien là, je vais prendre un outil, Ouais. pour rien du tout, je vais payer pour rien du tout». Il y a plein de façons bien plus simples, de faire donc ça c'est super intéressant et donc justement, là, si demain j'ai envie de me lancer dans l'evergreen et que je suis perdue, toi dessus tu peux m'accompagner, pour mettre toute cette stratégie-là en place? Ouais, ouais, c'est ce que je propose moi à mes clients. On travaille moi c'est ce que j'aime, je suis pas du tout la copywriter qui fait, les emails ou les pages de vente. Je suis pas spécialisée sur un livrable en particulier, mais j'aime Mmh. vraiment accompagner sur la partie stratégique aussi et pas être juste, celle qui écrit et basta. C'est vraiment on travaille sur ton offre, même souvent je fais des retours sur l'offre parce que souvent, en fait, les clients te disent pas tout non plus, tu vois? Et d'avoir quelqu'un d'extérieur qui travaille avec toi pour te dire: «Bah, attention, là, en fait, peut-être ça peut être amélioré sur certains points», tu Mmh vois? mh. Aussi. Donc on retravaille l'offre, il faut vraiment que je connaisse tout par cœur. Donc au final, c'est comme si j'étais un peu partenaire du business, le temps de la collaboration pour voir qu'est-ce qui sera efficace comme stratégie, pour valider ensemble une stratégie. Par exemple, si tu me dis: «Je vais faire tel freebie» et en fait, ça correspond pas du tout à ce que tes clients m'ont dit en appel, bah, je vais dire: «Non, écoute, on va retravailler ça ensemble». Donc il y a vraiment d'abord l'aspect stratégique et ensuite, il y a le côté, rédaction où là, on fait les textes, on se rejoint ensuite plus tard pour voir comment ça a vendu, quels sont les résultats Mmh. et comment faire évoluer ça encore, pour la suite. Ouais, c'est vraiment tout un art, hein, de mettre en evergreen, se faire accompagner, franchement, je recommande plus en tout cas et si, tu as un dernier conseil à donner aux personnes qui ont envie de faire appel à quelqu'un, pour que ça enfin, soit de faire appel à quelqu'un, en fait, pour du copywriting ou de l'evergreen ou de se lancer aussi, là-dedans pour comprendre un peu le mécanisme, quel serait ton seul conseil là à donner, justement dans tes thématiques? Alors pour faire appel à quelqu'un, c'est difficile de même moi, je crois que je galère à savoir quand je veux travailler avec quelqu'un ou c'est pas facile de trouver la bonne personne, juste en un appel découverte. Mais je pense vraiment, ouais, pour travailler avec quelqu'un, c'est l'appel et déjà, est-ce que le feeling passe? Est-ce que tu te vois? Moi, si je travaille avec toi, on va passer longtemps à travailler ensemble, on va passer pas mal de temps en appel, donc j'espère que tu m'aimes bien, tu vois? C'est vraiment ça. Est-ce que le feeling passe? Est-ce que la personne te pose des questions, tu Mmh vois? mh. Pas, elle te parle et elle te vend son truc, mais est-ce que dès le départ, avant même d'avoir commencé, elle essaie de comprendre ce que tu fais avant de vouloir te vendre un truc? Ça, c'est pour trouver la bonne personne avec qui travailler, le bon copywriter en l'occurrence. Je pense que tu peux pas, être copywriter et proposer une collaboration, un projet, un devis et cetera, si tu as Mmh. pas posé un certain nombre de questions pour comprendre ce que tu veux vendre. Donc voilà, pour, comment choisir un copywriter, je dirais ça et pour, comment se lancer en evergreen, bah, je dirais déjà, du coup, vérifier est-ce que tu es prêt à te lancer en evergreen? Est-ce que ton offre est validée et cetera? Et avoir conscience de que l'Evergreen, c'est pas juste, passif, en fait. Le mot passif Mmh. est pas forcément adapté. Si tu mets ton offre en Evergreen et que tu disparais, ça suffira pas donc faut Mmh. faut réfléchir à toute la stratégie qui va autour, pour attirer du monde constamment. Voilà. OK, bah, merci pour ce conseil et justement, si on veut te retrouver ou en savoir plus, donc tu as un podcast aussi, qui s'appelle Objectif Evergreen qu'on peut retrouver, bon, sur toutes les plateformes, d'écoute, voilà, pour aller découvrir un petit peu. Mais, également, on peut te retrouver sur Insta et sur, ton site internet. Alors, j'ai pas fini le site internet, il faut pas y aller même Oui. parce que je crois que j'ai mis le site, mais il n'est pas prêt. Alors voilà, faut pas aller sur le site internet, il n'est pas prêt. C'est le fouillis. OK. Ça fait des mois que je me dis Donc que je dois le finir et c'est pas fait. Mais donc je sur mon mettrai compte ton Instagram, Instagram. oui, c'est mathilde.copy. Oui. OK, parfait. Le Comme ça, site on internet, on pourra évite, mais Insta ou le podcast, oui. parfait, on pourra te retrouver très facilement et franchement, si voilà, vous avez des questions, vous pouvez aller voir, Mathilde et lui faire confiance, les yeux fermés, là-dessus en tout cas. Vraiment merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage, pour, toutes tes connaissances, aussi. Merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Si, tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un avis, ça fait toujours plaisir et à aller rejoindre Mathilde, sur toutes, les plateformes, donc sur Instagram, si vous voulez et aussi au format audio avec son podcast donc Objectif
Evergreen. Merci beaucoup Mathilde. Bah, merci à toi de m'avoir invitée, ça fait trop plaisir. Merci.